Je m'appelle Constantin Sakarabani, je vais sur mes 28 ans. Je suis né le 22 mai 1995. Petit écho, je suis né le même jour, pas la même année, mais le même jour que Novak Djokovic. Ça, c'est encore voilà, une petite coïncidence mal placée. J'aurais préféré naître en juin, le 3 juin, pourquoi pas la même date que Rafa, mais finalement, je suis tombé sur la date de Novak Djokovic. Par rapport à mon milieu professionnel, parce que la chaîne, c'est vraiment quelque chose d'à côté. On pourra bien sûr en reparler à côté. Du coup, je suis consultant, ingénieur, chef de projet dans l'industrie. Là, actuellement, je travaille dans l'aéronautique. Donc, je suis un petit peu le garde-fou de la partie coût, planning et risque. On me donne un portefeuille de contrats et je dois assurer que on respecte l'enveloppe budgétaire, qu'au niveau des délais, on glisse pas trop, même s'il y a souvent du retard. Et également les risques, pouvoir les tracer pour se dire il faut qu'on l'ait en tête. Donc j'ai vraiment toujours eu un peu cette notion de projet, comme la chaîne qui est également un projet à côté. Donc c'est ça qui est ultra intéressant, d'avoir cette vision un peu transverse, de savoir tout ce qui se passe d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue planification, d'un point de vue risque, d'avoir toutes ces casquettes en fait et d'être un petit peu cette personne, ce garant, parce que je suis pas du tout dans l'opérationnel, dans la technique, mais vraiment ce garant sur toutes ces parties et aller taper sur les doigts, tu dépenses trop, ou attention là, tu es à risque sur ce jalon. Donc ça c'est vraiment pour la partie professionnelle. Après, si on revient un peu sur mon parcours scolaire, j'ai fait un baccalauréat scientifique, derrière j'ai fait une fac d'économie-gestion, avec cette appétence voilà, pour les chiffres, les stats qu'on peut retrouver dans pas mal de mes vidéos. Et ensuite, donc en 3e année de licence, il fallait se spécialiser, choisir un parcours particulier. Je suis allé dans un magistère ingénieur économiste. Donc en fait, c'est en parallèle du Master 1 et du Master 2. Ça te donne un autre diplôme qui est le magistère, où il y avait des cours de Big Data. On en parle un petit peu beaucoup, le traitement des données en masse, un petit peu ce que fait Google, etc. Comment ils exploitent notre navigation sur le web, Amazon, comment ça se fait qu'ils nous recommandent des choses comme ça. Là, c'est exactement pareil. C'était vraiment pouvoir traiter des données en masse avec différents outils, du Python, du SQL, etc. pour si ça parle à certains d'entre vous. Et ensuite, j'ai fait encore une année supplémentaire à l'IAE d'Aix-en-Provence pour me spécialiser un petit peu plus sur la partie managériale, où j'ai découvert du coup la gestion de projet. Ça fait 4 ans maintenant que je suis dans le monde du travail. Si on demande à quelqu'un de nous présenter, je pense que c'est la rigueur qui revient en premier, le fait que voilà, moi c'est carré, c'est planifié, on sait où on va. Vraiment c'est important parce que sur une chaîne YouTube comme ça, on ne peut pas aller dans tous les sens en fait. C'est la porte ouverte à faire plein de choses et à les faire mal souvent. Il faut savoir ce qu'on veut, comment on veut le faire. Trouver aussi, en plus quand on travaille en équipe avec différents chroniqueurs, savoir un petit peu qui fait quoi, comment on s'organise, avoir un planning pour justement être en mesure d'avancer tous ensemble, main dans la bonne direction, avoir un objectif, une stratégie claire. Et ça, je pense que c'est ultra important parce que comme tu l'as dit, la chaîne YouTube, c'est un projet comme un autre. Là, on parlait du monde de l'industrie, de l'aéronautique où il y a un portefeuille de contrats à livrer. Là, c'est pareil finalement, on a des vidéos à délivrer, on a des auditeurs à satisfaire. Aussi c'est important et nous aussi on doit se faire plaisir et il faut arriver à mêler tout ça en respectant aussi des deadlines parce que je pense que si on commence à laisser place à un peu trop de souplesse, finalement on peut vite s'engouffrer dans on fait rien et ça commence un peu à être dénaturé, déstructuré et je pense que c'est important d'avoir une certaine forme de récurrence pour qu'on puisse être identifiable. Et après par rapport à mes autres passions, j'adore voyager, découvrir des nouvelles cultures, m'acclimater, c'est vachement intéressant aussi de prendre ça en compte. Et après je suis un grand passionné de la culture japonaise qui me permet à côté de suivre différents animés, différents mangas. Toute chose part de l'éducation. C'est vraiment, on va te donner des bases et après t'en fais un peu ce que tu veux. Soit tu les gardes, soit tu vas à l'encontre. Mais c'est vraiment l'éducation et ça part de là. Je suis fils unique. Donc du coup mes 2 parents m'ont donné énormément. Enfin je les remercie et je suis vraiment beaucoup de gratitude envers eux. La passion du tennis, c'est de mon papa. Ma maman qui s'est énormément occupée de moi aussi, qui a permis justement que j'ai un cadre pour la suite, pour réussir mes études dans le milieu professionnel, vraiment me mettre sur les bonnes rails, me donner des bonnes leçons et c'est vraiment ultra important. Je les remercie tous les jours parce que je pense que c'est important de reconnaître aussi d'où l'on vient, où l'on va et grâce à qui, et il faut faire preuve de gratitude et c'est ultra important. J'ai des origines indiennes de la part de mon papa. Comme on peut le voir, je suis un petit peu métisse avec ce beau climat à Aix-en-Provence. Je suis né à Aix, j'ai passé une grande partie de ma vie, l'intégralité de ma vie dans le sud, Aix-en-Provence, donc c'est à côté de Marseille, pour ceux qui ne situent pas trop. J'ai également été faire de l'Erasmus à Madrid. J'adore la culture espagnole, Rafa, tout ça. Et j'ai pu passer 6 mois là-bas durant mes études, donc ça a été ultra intéressant, ultra enrichissant. Et voilà, par rapport à tout ce qu'ils m'ont donné, maintenant, si j'en suis là, c'est grâce à eux. On ne peut pas dire qu'ils nous donnent des clés, ils nous donnent des billes. Après, on les utilise,
On fait nos propres erreurs aussi parce que voilà, il n'y a pas de guide parfait pour avancer dans la vie. Forcément, des fois on tombe, il faut apprendre à se relever. C'est vraiment un sport que j'ai découvert dans mon enfance, quand j'avais 9 ans. En plus, je suis tombé sur la finale de Roland-Garros 2004 avec mon papa, qui était une finale particulière. Gaston Gaudio contre Coria, un match avec des rebondissements. Il y en a un qui mène 2-7 à rien, après il se fait remonter, les crampes. Et ça m'a vraiment fait voir la dimension mentale de sport, que tu es seul sur le terrain, que tu es confronté toi-même à des problématiques par rapport à ton niveau de jeu, par rapport à ce que te pose ton adversaire aussi, par rapport à tout ce qui met en place. Et toi, tu dois trouver des solutions, tu es tout seul. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'il se passait quelque chose, quoi, parce qu'il y a plein de sports collectifs, notamment qui sont très populaires comme le foot, où tu es plusieurs sur le terrain. Et là, le tennis, bah, tu es seul, quoi. Il faut toi-même que tu t'adaptes par rapport à plein de paramètres. Le temps, l'adversaire, toi-même également, le public aussi qui peut être hostile ou non. Et là, j'ai pris une vraie claque et je me suis dit, voilà, c'est ce sport que je veux suivre. Et après, a découlé plein de belles choses, plein de belles rencontres. Et c'est ça ce qui me vient en tête en premier, en tout cas, quand on parle de tennis, par rapport à ces premiers souvenirs d'enfance, où voilà, j'étais un petit enfant qui découvrait un nouveau sport. Et c'est vraiment ça qui m'a retenu mon attention par rapport à ce magnifique sport qu'est le tennis. Et c'est vrai qu'en 2005, j'ai rencontré, pas à proprement parler, mais en tout cas j'ai découvert Rafael Nadal, qui est vraiment un joueur qu'on parle beaucoup sur la chaîne, que c'est vraiment de cœur parce qu'il m'a fait vivre des émotions. Pour te raconter l'anecdote, hein, c'est vraiment assez rigolo parce que j'étais abonné à un quotidien qui s'appelait Mon Quotidien justement, et juste avant Roland-Garros, en fait, il présentait les favoris outsiders du Grand Chelem parisien justement. Donc il y avait des Federer, des Monfils, des Gasquet, et il y avait ce jeune espagnol qui était très jeune, qui était aussi le teint mat, comme moi, tu peux le voir, je suis bronzé là. D'ici la fin de l'interview, je pense que je serai noir. Qui avait les cheveux longs. À l'époque, j'avais également les cheveux longs et on voyait cette image là, ce coup droit lasso de gaucher. Et ça m'a interpellé. Je me suis identifié sans le voir jouer. Je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait son style de jeu. Je me suis vraiment identifié. Il y a eu un coup de cœur qui s'est passé où j'ai flashé sur cette photo. Et après, je me suis dit, je vais le suivre ce joueur. Je vais voir ce qu'il donne pendant Roland-Garros. Il a passé 1 tour, 2 tours, 3 tours. Il arrive en demi-finale contre Roger Federer. Il arrive à le battre et ensuite il va décrocher le titre. Ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Et en plus, il y a eu cette image, mais il y a également eu tout ce qu'il a véhiculé sur un terrain. Et c'est vraiment ça qui fait sens en moi par rapport à sa ténacité, le fait qu'il ne lâche jamais rien, qu'il se batte sur toutes les balles. C'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi, de vraiment tout donner jusqu'au bout, comme ça peut être le cas avec la chaîne. On peut en faire un parallèle, de vraiment toujours se remettre en question, de donner le maximum et de voir où ça nous mène. Lui, ça l'a mené à gagner plusieurs titres du Grand Chelem, plusieurs records. Et petit à petit, il y a eu vraiment ce coup de foudre. J'aime bien parler de coup de foudre face à ce joueur. Et je me suis mis à le suivre. Donc il y a eu Roland-Garros 2005, puis tous les grands chelems qu'il a gagnés. Et petit à petit, j'ai commencé à suivre de plus en plus le circuit, parce que il faisait vivre le circuit avec d'autres grands joueurs, comme Roger Federer d'ailleurs, son illustre rival. Et c'est comme ça que je me suis encore plus pris d'affection pour ce sport. J'avais pu voir une dimension mentale avec cette image générale qu'on a pu avoir sur la finale de Roland-Garros 2004. Et petit à petit, j'ai développé pas cette compétence, mais cette fibre pour ce sport grâce à un joueur. Et derrière, ça m'a fait découvrir un panel d'autres joueurs et pouvoir les décrypter, les analyser, parce que c'est ça qui me plaît, de comprendre le pourquoi du comment. Donc j'ai pratiqué de mes 13 à mes 16 ans. Après, je me suis blessé au genou, luxation rotulienne, inflammation un peu du tendon rotulien. J'ai repris trop tôt le sport. Derrière, je me suis fait la même chose à l'autre genou. Du coup, j'avais un petit peu un frein. En plus, c'est rigolo, quoi. Mon idole, c'est des blessures aux genoux récurrentes. Rafael Nadal, moi, ça tombe sur les genoux aussi. C'était petite coïncidence. Et ça a été compliqué après, de reprendre, sachant qu'avant, je jouais vraiment pour le plaisir, pas de compétition, c'était entre amis. Le cours hebdomadaire. J'avais pas de vocation à être un grand champion ou à être performé au classement et faire plein de tournois. Et après, j'ai repris. Bien après, une fois que j'avais remusclé tout ça, que j'avais repris vraiment confiance en mes appuis, ça a été du coup dans l'année 2020. En plus, il y a eu la pandémie, donc ça a été très compliqué. Je suis pas un grand pratiquant, je fais des cours 1 fois par semaine. Je fais un tournoi interne de mon club. J'ai un très petit niveau, 34-35. J'ai pas de grandes aspirations vis-à-vis de ça, même si je me régale avec mon tout petit niveau. C'est super. En plus, on voit déjà cette dimension mentale quand on fait des tournois, quand on fait des matchs, de se dire, même nous,
avec nos peu d'armes qu'on a, ben finalement on peut craquer. Il y a 1 point, 2 points, c'est frustrant. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on peut également s'identifier et se mettre à la place des professionnels, même si eux, ben, ils jouent, voilà, ils sont là-haut, quoi. Mais on retrouve les mêmes difficultés qu'eux, peu importe le niveau. Et moi, ouais, ce qui me fait vibrer, comme tu l'as dit, ben, c'est de pouvoir m'identifier. Et je pense qu'on peut élargir un petit peu tout ça, mais j'aime bien m'identifier, que ça soit dans une lecture, dans une série que je regarde, à un personnage, tu vois, de me dire, ah ouais, lui, il vit les mêmes difficultés que moi. Il a la même vision que moi. C'est intéressant, tu vois, tu peux te rapprocher, créer une certaine connexion. Et ça, c'est vachement important pour moi de me sentir proche de quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'était de Rafael Nadal par rapport à ses valeurs qu'il dégage sur un court, la façon dont il aborde ses matchs, le fait de ne jamais rien lâcher, qu'on peut transposer à la vie de tous les jours, une vie professionnelle, un projet comme la chaîne YouTube, et également dans ses études, dans son travail, dans ses relations aussi. C'est ça qui est vachement important, de se dire, ah ouais, ça fait écho en moi, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, là vraiment ça fait du sens. C'est pourquoi j'ai vraiment envie de le suivre, là, pour revenir sur cet exemple. Et c'est ça qui est important, je pense, par rapport à ce qui peut me faire vibrer. Et après, on peut vivre des émotions de fou. On aura l'occasion d'en reparler, mais la finale de l'Open d'Australie 2022, le fait qu'il remonte 2-7 à rien, tu te dis, il se passe quelque chose, quoi. Une telle connexion entre un joueur et un fan, c'est fou, quoi. Et je pense que d'un regard extérieur, certains qui connaissent pas forcément ça, ils se disent c'est bizarre, c'est que du tennis, ça peut pas l'empêcher de dormir parce que finalement c'est pas lui qui a perdu. Au final c'est juste quelqu'un parmi tant d'autres, mais il y a vraiment quelque chose qui peut se créer, et je pense qu'on abordera le sujet un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est vachement important. Et on ne peut pas forcément se rendre compte quand on n'est pas dedans ou quand on n'a pas quelque chose comme ça qui nous prend les tripes, en fait. Je suis un grand passionné de tennis. Même si je suis moins pratiquant, je suis plus à l'aise derrière la caméra pour justement pouvoir décrypter l'actualité des joueurs professionnels, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, hein. Comprendre pourquoi un tel joueur a réussi à faire déjouer l'autre. On peut prendre des rivalités, des Djokovic-Nadal, des Nadal-Federer. Pourquoi finalement il se passe ça, ce résultat? Il y a un joueur qui est en confiance, pourquoi il va perdre contre un autre? Qu'est-ce qu'il aura réussi à mettre en place? Moi j'adore ce côté cérébral, si on peut dire, je pense, vraiment de voir un petit peu quels sont les plans tactiques, les schémas techniques que ces joueurs vont mettre en place pour tirer le meilleur et justement faire déjouer l'autre. J'ai eu quelques expériences dans le tennis, forcément, étant passionné, c'était important pour moi d'essayer de mêler la passion avec une activité à côté. J'ai écrit des brefs tennistiques quand j'étais plus jeune. Après j'ai eu des expériences de web radio, où pareil, on parlait 1 fois par semaine, on décryptait un petit peu le circuit. Et après en 2016, un soir, comme ça, dans ma chambre, je me rappelle, j'étais dans mon lit, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube sur le tennis? À l'époque, il n'y avait que les lives Facebook de Benoît Mélin avec Julien Varlet. Je me suis dit, il y a peut-être une opportunité à faire. Je fais un petit peu de benchmarking, je regarde un peu la concurrence, et je me dis, ouais, sur le secteur français, il n'y a rien qui se fait en fait sur le tennis. Ok, on va t'apprendre à faire un coup droit, un revers, à améliorer ton service, mais personne ne va t'expliquer pourquoi Nadal s'est imposé contre Roger Federer, pourquoi Djokovic s'est imposé contre Rafael Nadal, pourquoi Djokovic a réussi cette bascule entre 2010 et 2011 et à devenir le champion qu'il est devenu maintenant. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, et ça mêlait vraiment cette partie cérébrale de comprendre. Quelqu'un qui n'a pas forcément le temps de regarder tous les matchs de tennis, parce que ça prend du temps, les matchs peuvent être très longs, d'ailleurs c'est des fois à juste titre caricaturé par rapport au fait que pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, et tout le monde n'a pas forcément le temps et aimerait pouvoir avoir quelques billes sur le tournoi, savoir quels sont les joueurs en forme, pourquoi un tel s'est imposé contre un autre, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ce tournoi, les principaux records. Et je me suis dit, ouais, il faudrait que je crée quelque chose. Et du coup, j'avais noué quelques contacts par rapport à mes différentes expériences tennistiques. Et j'avais aussi cette notion de débat, parce que j'ai mon point de vue, qui est bon ou mauvais, en fonction, voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Mais je pense que c'est important de confronter son point de vue. Pourquoi? Pour créer une analyse, un débat, essayer aussi de grandir mutuellement. Ah ouais, tiens, t'as raison, ce joueur, il joue comme ça, il fait ça, ouais, c'est pas bête. Et du coup, on progresse tous ensemble, on développe notre culture tennistique. Et c'est pourquoi j'ai voulu en parler à quelques personnes pour dire, je suis pas fou, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, dans YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dirait de rejoindre ce projet on fait des tables rondes, et là, pendant 1 heure, 2 heures, on se pose et on parle tennis. Ah ouais, Serena Williams s'est imposée, ah ouais, Novak Djokovic invincible. Et chacun expose son point de vue, parce que comme ça, voilà, on peut enrichir les points de vue des autres et surtout grandir mutuellement, avancer avec un objectif commun. Et c'est comme ça que voilà, le brouillon un petit peu de la chaîne YouTube est né. Après, il y a eu le nom, jeu 7 et match, c'est voilà, un peu très connoté tennis. Et là, je me suis dit, ok, on va faire game 7. Et après, par rapport à tout ce que j'ai dit, finalement,
ça avait du sens d'utiliser talk, parler, parce que c'était ça le débat. On voulait échanger ensemble et cette notion de talk, les talkers, c'était important de confronter ces points de vue. Et ce titre, finalement, à la fois le jeu 7 et match, donc Game 7 et match, et talk, là c'est pas le match, c'est le talk, c'est un talk show, donc Game 7 and talk. En plus, je me suis lancé dans ça, j'avais aucune compétence en montage, faire des miniatures, je savais rien faire du tout, j'avais une idée et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est aussi important pour ça de s'entourer de personnes qui sont capables de mieux faire que toi certaines choses, comme le montage, de t'apprendre des choses, parce que c'est comme ça qu'on avance, qu'on grandit ensemble. Et pour la partie équipe, pour la partie ADN de la chaîne, pour moi, je résumerais qu'on est un peu le bon pote, les bons potes, comme on est une équipe, avec qui on a envie de parler tennis. On est vraiment les personnes qui vont te chauffer un match, te dire ouais là ce match, ça va être une dinguerie, il va se passer ça, ça, ça. Ou au contraire, après le match, te dire ah ouais, t'as vu ce match là, c'était fou ce qui s'est passé, il y a eu cette balle et tout. C'est vraiment, voilà, on a envie d'échanger avec vous aussi, la communauté, de parler tennis et vraiment d'être dans le débat pour justement cette identité d'être le bon pote avec qui on a envie de parler tennis, de se chauffer, de se chamailler aussi, avoir cet esprit un petit peu bon enfant. Cette chaîne, elle a évolué comme tu l'as dit. Au début, c'est vrai que n'ayant pas de compétences en montage, on était plutôt parti sur un format podcast. Podcast et YouTube, c'est très très compliqué. Où on faisait un format long. Donc la chaîne a été lancée en février 2016. On faisait un format long hebdomadaire. On se retrouvait un peu sur Skype, en table ronde, parce que, ça a précisé, mais voilà, les chroniqueurs sont des différentes régions de France. Et on se retrouvait sur Skype, on faisait 1 heure, 1 heure et demie, on se régalait. On parlait, ah ouais, Indian Wells, il s'est passé ça, 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 chez les hommes, chez les dames, la semaine prochaine, il se passe ça, ça, ça. Chacun pouvait mettre un petit peu son grain de sel. C'était ultra intéressant, vraiment une conversation à plusieurs. Et voilà, on a fait ce format, on va dire, jusqu'à l'été 2016. Mais comme je te l'ai dit, podcast, YouTube, c'est pas compatible. En plus, format long sur YouTube sans images, juste avec des voix. Enfin, faut s'accrocher, je peux comprendre, hein, totalement, c'est pas forcément adapté à la plateforme. Du coup, dans un second temps, donc vers l'US Open 2016, on a décidé de raccourcir ce format podcast pour en faire des petites pastilles de 10-15 minutes. Je me rappelle notamment de cette victoire de Lucas Pouille contre Rafael Nadal à l'US Open 2016. On en avait fait un débrief pour essayer que ce soit moins compliqué pour les gens de suivre. On se dit voilà, 10-15 minutes, c'est plus facile que 2 heures. Et finalement, on est passé au format vidéo qu'en janvier 2017 pour le comeback de Roger Federer et Rafael Nadal, où là, on a fait du fast cam, où au début, on avait un format quotidien, où on revenait chaque jour en Grand Chelem, en Masters 1000, sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut s'attendre également de la journée du lendemain. Et forcément, ça peut s'avérer contraignant, une vidéo tous les jours, avec des matchs, plein de matchs à couvrir, des horaires différentes, en fonction des emplois du temps de chacun, ça peut être très vite compliqué. Mais on a tenu ce rythme quand même de l'Open d'Australie 2017 jusqu'à, je pense, l'US Open 2019, je crois. Avec cette équipe qui était toujours en place, les vieux de la vieille, qui ont permis aussi de voir naître ce projet. Et après, il y a eu un roulement, parce que forcément, chacun, qu'il soit dans le milieu professionnel, dans le milieu étudiant, a différentes vocations, a plus forcément le temps, je peux totalement le comprendre, hein. C'est la vie qui est ainsi faite. Et il y a eu un renouvellement d'équipe, donc ça a été fin 2019, et après en plus on a eu la période de la pandémie, jusqu'à on va dire 2020-2021, donc une nouvelle équipe où ça s'est recentré sur quelques chroniqueurs, où là encore on avait quand même un format assez quotidien, plus un format de preview, qui est aussi l'identité de la chaîne, où on prend une affiche popcorn, et on te l'analyse en long, en large, en travers. Ok, le joueur A, il a fait ça dans ce tournoi. Franchement, il joue pas mal. Il a battu ça, il a mis en place ça. Au niveau du service, c'est pas mal. Le joueur B, il a fait ça. Après, tu as la partie statistique. Depuis le début du tournoi, qu'est-ce que ça donne? Niveau première balle, niveau ace, balle de break, etc. Coup gagnant, faute directe. Et après, moi, ce que j'adore, c'est la partie analyse tactique pure. Ok. Les deux joueurs, c'est ça leur force, c'est ça leur faiblesse. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour faire déjouer l'autre, quoi. À quoi on peut s'attendre dans cette rencontre? Moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me captive. J'adore découvrir les nouveaux styles de jeu, voir vraiment comment l'un peut faire dérailler l'autre. Et à la fin, bien sûr, on se mouille. Le pronostic, c'est pas forcément la partie la plus intéressante de la vidéo. Pour moi, le cœur, c'est vraiment cette analyse tactique pure qui est la force des previews. Et donc, on avait ce format quotidien, ce format de preview. Également, un peu plus de live. C'était pas encore quelque chose de récurrent comme ça peut l'être maintenant, mais on a essayé de mettre ça en place. Et après, bon, il y a ce côté, on est une chaîne tennis, c'est bien beau de décrypter l'actualité tennistique avec les previews, ce qui se passe en Grand Chelem, en Masters 1000, des favoris, du Big 3, du Big 4, etc. C'est cool. Mais le tennis, c'est pas que ça. Ça se passe aussi dans les clubs. Il y a différents interlocuteurs qui touchent de près ou de loin au tennis, que ça soit des physios, des coachs mentaux, des préparateurs physiques,
des coachs, des joueurs, des ramasseurs de balles, des arbitres. Et j'ai cette vocation d'avoir cette formule un petit peu complète où on peut tout trouver sur notre chaîne, où vraiment, nous, notre but, c'est vraiment de promouvoir le tennis en France. Donc ça passe par décrypter l'actualité tennistique sur le circuit ATP, WTA, les joueurs principaux bien sûr, mais également des fois si on arrive à avoir en interview un journaliste, un ramasseur de balles, un ancien joueur, un joueur actuel. Là on a eu Gaël Monfils sur la chaîne, c'était incroyable. On a Andy Murray aussi, comme tu l'as dit, au Challenger d'Aix-en-Provence, c'est totalement fou de pouvoir faire découvrir tout ça. Et également l'envers du décor, les backstage. Là on est sur un cours au Challenger d'Aix-en-Provence, c'est totalement fou, savoir ce qui se passe de l'intérieur quoi, parce que tout le monde n'a pas forcément accès à ça et je pense que c'est important de pouvoir vous communiquer, vous montrer finalement ce qui se passe, les backstage, et c'est un peu voilà, la promesse de la chaîne. Et après, pour revenir, voilà, il y a l'équipe qui peut tourner, et maintenant, donc sur cette année 2023, on va dire qu'on s'est recentré sur quelques formats. La partie pronostic, donc c'est des analyses de tirage au sort, des analyses d'affiches popcorn. La partie réaction, waouh, il s'est passé un truc de fou là. Nadal, il a perdu au deuxième tour de l'Open d'Australie, vas-y, il faut qu'on en parle. La partie réaction aussi après un grand titre en Masters 1000, en Grand Chelem, ou une grosse défaite, une grosse déconvenue. La partie live, parce que c'est important pour nous d'échanger avec vous et aussi de se retrouver tous ensemble entre chroniqueurs, échanger autour de la table. Ah ouais, toi tu penses que ça se passe comme ça, moi je suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Ah ouais, tes arguments ils sont pas bêtes. C'est ultra intéressant. Et enfin le dernier volet, la partie vidéo intemporelle, où il y a les backstage, les interviews, pour essayer de vous proposer la formule la plus complète, parce que le tennis, c'est pas que Nadal, c'est pas que Federer, c'est pas que Djokovic, il se passe plein d'autres choses. Il y a des joueurs qui rencontrent des difficultés, il y a d'autres parties prenantes qui font partie de cet écosystème du tennis, les coachs, voilà, les ramasseurs de balles, les arbitres, etc. Et je pense que c'est important d'avoir cette vision complète et pas juste avoir, voilà, par parcimonie, la vision d'un membre qui a été, enfin de quelqu'un qui a été numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je pense que c'est un peu biaisé en fait, parce que c'est qu'une partie du tennis, et nous notre but c'est de promouvoir et d'avoir cette vision la plus complète possible. Bah déjà, il faut qu'ils aiment le tennis, hein. On va pas se le cacher, qu'ils aient des appétences pour décortiquer, investiguer un petit peu plus. C'est quelque chose qui m'intéresse, de savoir, pas juste de dire bah machin a battu un tel 6-4, 6-3, ouais super match, il était au top. C'est d'aller un peu au-delà de ça, parce qu'on a envie d'apporter une vraie valeur ajoutée, nous, notre casquette d'expert, entre guillemets, je mets des guillemets, pour essayer de vous faire comprendre, vous dire ah ouais, quand vous regardez la vidéo, ah ouais c'est vrai, j'avais pas vu ce match de cette façon là, grâce à eux finalement j'ai découvert ça, ou au contraire ah ouais c'est vrai que je pensais qu'il allait gagner, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il m'a dit sur les face à face, finalement ça joue peut-être pas tant que ça en sa faveur. Donc ça c'est vraiment important. Après la motivation, c'est le truc le plus important au monde, même voilà, si la personne elle a besoin d'être motivée pour un projet, forcément moi Games Talk c'est mon bébé, c'est ce que j'ai créé en 2016, j'ai envie de le tirer le plus loin possible, et là c'est important que finalement ces personnes elles soient connectées au projet, elles croient au projet et elles puissent apporter leur pierre à l'édifice, parce que c'est important d'avoir des personnes qui sont meilleures que toi dans un certain domaine pour justement te faire progresser dans ce domaine et te dire ah ouais là tu pourrais peut-être faire comme ça ton montage, ah ouais là cet angle de vue ça serait plus intéressant, ça, et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble et que le projet du coup il a des répercussions positives. Donc la motivation, le temps, parce que forcément ça prend du temps de faire des vidéos, on va pas se le cacher, et je suis partisan moi du fait que tout est question d'organisation. Voilà, j'ai une vie amoureuse, j'ai une vie familiale, j'ai une vie sociale, j'ai une vie professionnelle, j'ai aussi Games Talk, et j'arrive pourtant à mêler tout ça, à m'organiser. Voilà, s'il faut que je me lève plus tôt pour tourner une vidéo, je le fais. Si sur ma pause de midi et 2, il faut que j'utilise pour prendre des notes pour la vidéo que je vais tourner après le boulot, je le fais aussi, ça me dérange pas du tout. En fait, il faut juste voir comment imbriquer tout ça, et je pense que tout est question d'envie. Peu importe le domaine, tout est question d'envie. Si tu as l'envie, tu peux trouver le temps nécessaire pour faire ce qu'il en est. Et c'est important que je retrouve ces valeurs chez mes chroniqueurs, les personnes. Je vais dire, est-ce que ce projet t'intéresse? Ok, tu sais pas monter, c'est pas grave. Je te donne jusqu'à telle date pour que tu puisses te former. Je suis là, prêt à t'accompagner, qu'on regarde ensemble comment ça se passe, etc. Mais si tu es motivé, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Moi, j'ai lancé une chaîne YouTube, je savais pas du tout monter, je savais pas utiliser Photoshop. Et pourtant, regarde, on a des montages qui sont assez propres, qui sont pas mal. Donc tout est possible, vraiment, tout est question d'envie. Et je pense que c'est important de retrouver cette envie auprès des chroniqueurs, pour justement qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice, leur savoir-faire, et après qu'on grandisse tous ensemble et qu'on s'éclate à parler tennis. Et c'est important, je pense, pour les personnes d'avoir une forme d'exutoire, de se dire, bon, il y a les problèmes du quotidien, c'est vrai, tout n'est pas tout rose, des fois il y a des difficultés, c'est compliqué, mais on sait qu'on peut se retrouver dans ce moment avec, là c'est le tennis et la chaîne YouTube, à se dire, ok, là on fait que ça, on se régale, on s'amuse entre potes, on parle tennis, on apprend des choses aux gens, on échange avec vous les talkers, on se renvoie la balle. C'est ça qui est aussi important, et comme tu l'as dit, c'est un équilibre de vie. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux si on peut joindre l'utile à l'agréable et pouvoir vivre de sa passion.
ça serait quand même incroyable. Après, c'est plus les mêmes contraintes aussi. Tu peux avoir des directives d'à droite à gauche en fonction des sponsors, de tes clients. Donc, tu as plus cette liberté. C'est important de garder cette liberté, ce ton qu'on a aussi sur la chaîne. Mais pourquoi pas un jour pouvoir mêler la partie professionnelle avec la partie tennistique, que ce soit avec Games Talk ou avec un autre projet lié au tennis. Merci à toi Arthur, parce qu'une interview ça se fait à deux. Donc certes il y a la personne qui est devant la caméra, mais il y a aussi celle qui est derrière à poser les questions. Et je trouve que tes questions étaient ultra pertinentes. Merci aussi à toute l'équipe des chroniqueurs qui chaque jour posent leur pierre à l'édifice au projet en apportant de la valeur, une certaine forme d'expertise. C'est important parce que c'est comme ça qu'on va plus loin, plus vite. Et merci à vous qui nous regardez, parce que tous vos commentaires nous font extrêmement plaisir, énormément de bienveillance. Et c'est pour ça aussi qu'on est animé par cette passion. On a envie de vous faire plaisir, on a envie d'échanger avec vous. Donc un grand merci à vous tous.